Bien, merci d'être là et je veux vous remercier l'ensemble d'Ariane Group, évidemment Ariane Espace et tous les acteurs de la filière spatiale et remercier les élus qui sont ici présents et je le sais très engagés, remercier aussi le CNES de sa présence et de sa participation à la filière. Nous sommes ici avec les ministres pour procéder à plusieurs annonces à la fois sur le site de Vernon et pour la filière spatiale. La filière spatiale est une filière d'excellence française depuis des décennies. C'est une filière sur laquelle nous avons construit des technologies, un savoir-faire, une excellence mondiale sur les 6 dernières décennies. C'est une filière où nous avons une concurrence croissante, nous le savons bien, en particulier ces dernières années, avec une concurrence intra-européenne, mais surtout une grande concurrence américaine qui s'est accélérée, une concurrence asiatique qui est elle aussi en train de s'accélérer et qui structurera les prochaines années. Face à celle-ci, il nous faut nous organiser. Et je veux saluer le travail de la Commission européenne. Le commissaire Breton a eu l'occasion de s'exprimer ce matin sur des vues que nous avons beaucoup travaillé avec lui. Réduire la concurrence intra-européenne indue, parce que la vraie concurrence n'est pas entre Européens, elle est sur le théâtre mondial. Poursuivre les investissements européens sur le spatial et construire les prochaines générations, bâtir les constellations à venir qui donneront justement l'occasion de continuer les innovations de rupture dans le secteur, faire plus de lancements, continuer à innover, aller vers des satellites plus légers, de la nouvelle génération des lanceurs et ainsi continuer cette histoire longue que j'évoquais. Je salue vraiment l'ensemble des personnels du site qui ont pu y contribuer, mais qui est au fond une histoire d'évolution et d'innovation permanente. Et on ne s'est jamais installé dans notre aventure spatiale dans des habitudes. La France croit à cette aventure, la France croit au spatial comme une filière d'excellence d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi nous avons décidé dans le plan de relance d'investir 500 millions d'euros dans le spatial, qui iront justement sur les innovations en termes de lanceurs, l'accélération des projets qui sont les nôtres et sur toute la filière. 500 millions d'euros sur les 2 années qui viennent pour accélérer des projets qui sont en cours, pour permettre justement d'aller plus vite dans cette compétition mondiale. Sur le site de Vernon, ce sont 30 millions d'euros qui seront investis. 15 millions pour gagner 1 an sur le projet Prometheus. Et donc nous avons vu l'importance des projets qui sont dans leur phase là d'assemblage de développement final. Et j'insiste sur aussi l'importance du site de Vernon. On a Vulcain, on a Vinci, et c'est ici l'excellence mondialement reconnue de l'ensemble des collaborateurs du groupe que je veux saluer. Et donc, Vulcain, Vinci doivent continuer à être au cœur de l'ambition industrielle de Vernon. Prometheus, c'est la nouvelle génération, nous venons de le voir. Avec ces investissements de 15 millions d'euros, nous allons accélérer sur Prometheus et gagner 1 an. Et ce sont 15 millions d'euros sur l'hydrogène. Nous l'avons largement évoqué, mais le site de Vernon est un site d'excellence en matière justement de propulsion à hydrogène, et ça a été largement rappelé. Et par des partenariats, par le développement de l'activité du site, c'est aussi une contribution du groupe Ariane, du site de Vernon à la filière hydrogène française que nous voulons accélérer. Et donc 15 millions d'euros seront investis à cet effet. Ce que je veux ici vous dire, à la fois par la présence, celle des ministres et ces quelques chiffres, c'est d'une part, notre relance, elle commence en actes. Nous avons une crise sanitaire qui continue à être gérée, c'est une nécessité. Nous avons les conséquences économiques et sociales de court terme de cette crise qui doivent faire l'objet de réponses, là aussi de court terme. Mais nous devons absolument préparer le rebond et la relance dès maintenant. La France de 2030 se prépare aujourd'hui. Les projets dont nous parlons, nous devons en décider les investissements aujourd'hui, en actes et sur le terrain. Sinon, ce seront des opportunités que nous perdrons. C'est une course de vitesse et c'est une course d'ambition. Nous devons garder et renforcer nos ambitions. Nous devons continuer à aller vite. La deuxième chose, c'est que la France, qui est un grand pays du spatial, doit continuer à l'être. Nous avons par le passé, vous l'aviez parfaitement évoqué d'ailleurs tout à l'heure, il y a eu des moments difficiles dans l'histoire du spatial. Et je veux vraiment saluer l'ensemble des collaborateurs, non seulement du groupe, mais de toute la filière. À chaque fois, on a relevé ces défis, en étant plus innovants et en continuant à accélérer. C'est ce que nous devons faire dans la filière spatiale.
Quand il y a plus de concurrence, on doit encore mieux s'organiser, aller plus vite que les concurrents, innover encore davantage. Mais la France doit rester un lieu d'innovation, de production, où il y a un avenir pour le spatial et où il y a un avenir dans le site de Vernon. C'est aussi cela ce que je suis venu annoncer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur à la fois ces annonces, le spatial et ce que nous voulons faire? Une question d'actualité peut-être, Monsieur le Président? Non, je n'ai pas vocation à répondre aux questions d'actualité qui ne sont pas liées à cela en tout cas. Il y a quand même une crise économique. Oui. Les États, y compris le spatial, justement, est-ce qu'il va y avoir une poursuite de mesures restrictives? Est-ce que cette crise économique, vous avez une échéance, une porte de sortie à 6 mois? Je vous l'ai dit, et je l'ai dit d'ailleurs dès l'été dernier, si vous vous en souvenez bien. J'avais dit on aura des grandes difficultés économiques et sociales à la rentrée, ça continuera jusqu'à l'été 2021, parce qu'on le savait dès ce moment-là. Ce que l'ensemble du monde a eu à affronter avec ce qu'on a appelé la deuxième vague, évidemment, renforce ses conséquences économiques et sociales. Nous le savons bien, même si nous avons su collectivement nous organiser pour réduire les éléments de contrainte économique et avoir justement une organisation pour faire face au virus tout l'automne et l'hiver dernier qui était beaucoup moins contraignante qu'au printemps. Mais il est évident que tout ça pèse sur notre activité économique en France, en Europe et partout dans le monde. Donc nous aurons à ajuster les réponses. Maintenant, il y a la gestion de l'urgence sanitaire. Nous tenons plusieurs fois par semaine des réunions, prenons des décisions, elles sont importantes, à la fois en anticipation et en gestion, parce qu'on doit tous garder beaucoup d'humilité face à ce virus qui évolue comme évolue le vivant. Et donc éclairé par la science, mais avec des changements, vous le voyez, d'une semaine à l'autre. Ça a vocation à être justement clarifié chaque jeudi, comme nous l'avons décidé, avec beaucoup de pragmatisme et de clarté. Ensuite, il y a les réponses économiques et sociales de court terme, où il nous faut indemniser, accompagner les acteurs économiques et l'ensemble des travailleurs de notre pays qui sont les victimes parfois confrontés aux conséquences directes de cette crise. Mais ce que nous avons décidé, nous Français, mais je dirais plus largement, nous Européens, dès le printemps dernier, c'est que nous avons à vivre cette crise. Nous savions qu'elle allait être longue. Et elle est sans doute le prélude à beaucoup d'autres crises que nous aurons à vivre. Sanitaires, climatiques, technologiques. Et qu'on ne peut pas totalement s'arrêter face à une crise et ne pas prévoir l'avenir. Et donc nous devons bâtir un modèle qui est beaucoup plus résilient aux crises et donc beaucoup plus souverain, où on décide d'être moins dépendant, d'être évidemment en économie ouverte, de coopérer avec l'ensemble de nos alliés, mais des pays du monde entier, mais d'être beaucoup moins dépendant dans nos productions stratégiques, c'est d'accélérer sur la production environnementale et digitale, parce que c'est ce qui nous permet de projeter notre pays et notre continent dans cette après-crise. Et ça, nous ne pouvons pas l'arrêter ou le rendre contingent à la gestion de la crise. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je gère la crise chaque jour, le matin, le midi, le soir. C'est mon obsession. Mais mon obsession, c'est que notre pays sorte de la crise. Et que le jour où nous aurons réussi à endiguer ce virus, nous soyons plus forts pour pouvoir relancer encore plus vigoureusement tous les moteurs de l'économie. Et ça n'attend pas. Et les choix que nous prenons aujourd'hui ont des impacts aujourd'hui, demain, après-demain. Le plan de relance, des dizaines, des centaines de milliards, des chiffres qui ont été annoncés donc, juste après l'été. Est-ce que ces chiffres ne sont pas déjà obsolètes quand on voit la crise qui dure et qui va se poursuivre? Alors, il y a deux choses. Premièrement, ces chiffres ils doivent devenir des réalités. Parce que vous avez raison de les rappeler. Je viens d'en citer. 500 millions d'euros pour le spatial, 30 millions d'euros pour le site de Vernon. Mais les chiffres, ils n'existent pour nos concitoyens, pour nos forces économiques et l'ensemble des travailleurs de notre pays que quand ils deviennent des réalités, c'est-à-dire des choix d'investissement et des projets concrets. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour la filière et pour le site. Donc déjà, pour moi, la priorité, et je salue vraiment l'engagement du ministre et des ministres sur cela, c'est d'avoir un plan de relance qui se décline sur le terrain concrètement. Et donc on a annoncé des chiffres, en effet, européens l'été dernier, on les a déclinés au niveau français avec le plan de relance France Relance que nous avons présenté à l'automne. Il a été traduit dans les textes budgétaires. Maintenant, il arrive sur le terrain depuis quelques jours et il doit arriver vite, fort et de manière tangible. C'est-à-dire ce sont des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics, de bâtiments privés, ce sont des projets industriels, la filière spatiale, la filière hydrogène, ce sont des projets de numérisation. Donc notre obsession, notre priorité, ça doit être précisément
à travers cela, de renforcer des acteurs industriels existants, de consolider des territoires qui ont cette ambition. Vous êtes ici dans un territoire d'excellence. On parlait avec le président de région, président de département et de la commune et de l'agglo, ainsi que les parlementaires. C'est un territoire qui a cette excellence spatiale chevillée au corps et l'excellence hydrogène. On va continuer à investir. Le plan de relance permet tout cela. Donc là, les semestres qui viennent, c'est comment on décline en termes concrets et réels ces chiffres. Que les gens le voient, qu'on crée des emplois, qu'on prenne des virages technologiques et qu'on bâtisse la France d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, vous avez parfaitement raison, ces décisions européennes et nationales, nous les avons prises l'été dernier, avec un bilan de la crise qui était celui de l'été dernier. À l'issue de la crise sanitaire, dont nul ne sait dire quand elle adviendra, parce qu'il faut garder la même humilité face à beaucoup d'inconnus, nous aurons à tirer un bilan définitif. Et il est évident qu'il y aura des coûts supplémentaires et sans doute des choix supplémentaires à faire, sur le plan de la politique monétaire, de la politique budgétaire et de l'accompagnement. Et donc, il nous faudra, en Européens, en Français, en tirer aussi toutes les conclusions. On ne peut pas dire que ce qui a été décidé l'été dernier, sans visibilité sur les mois qui suivraient, est pour solde de tout compte. Mais déjà, appliquons-nous à transformer ce qui était des décisions puis des chiffres dans des implications concrètes et la transformation des vies. C'est comme pour les vaccins. Exactement. Il faut faire les choses dans le bon ordre si on veut qu'elles soient réelles. Est-ce que pour accélérer cette relance, ce rebond dont vous parlez, il ne faudrait pas accélérer ces stratégies de vaccination? Non, vous n'arriverez pas, malgré des liens scabreux, à me faire parler d'autre chose que le sujet du jour. Est-ce qu'il n'y a pas d'environnement, justement, de l'espace, la conquête? Oui. Ça paraît presque incompatible de... Non, pas du tout, c'est tout l'inverse. D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que le spatial est un terrain d'innovation et d'expérimentation qui ensuite irrigue tout l'aéronautique. Parce que les puissances, le degré de compression, d'innovation qu'on met dans le spatial est un élément absolument clé pour ensuite irriguer les innovations de la filière. C'est pour ça que vous avez ici, et je salue leur présence, Safran et Airbus sont là, parce que la filière est présente, et c'est mis ensemble avec Arianespace, ce groupe, avec la coopération du CNES, pour justement continuer à innover. Tout ce qu'on fait dans le spatial se retrouve quelques années après dans l'aéronautique, et ce sont des performances derrière qu'on a. Donc quand on arrive à réduire la taille des moteurs, à favoriser la propulsion par hydrogène, à aller sur des ruptures technologiques de ce genre, sur le spatial, c'est du temps qu'on gagne pour ensuite le décliner sur l'aéronautique. Et moi, je crois dans l'écologie du concret, du progrès. Par ces innovations, on va continuer à pouvoir se déplacer à travers le monde. Ce en quoi on croit. Je n'ai jamais cru dans une écologie où on ne se déplacerait plus. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire la mutation de notre industrie aéronautique pour justement faire des avions de nouvelle génération, ou électriques ou hydrogène, réussir à réduire le poids de ces avions pour réduire les émissions et l'empreinte carbone et les émissions de CO2. Et donc, toutes les innovations que nous faisons dans le spatial sont bonnes pour l'écologie et l'environnement parce qu'elles permettent ensuite d'être transférées sur l'aéronautique. La deuxième chose, c'est que le spatial contribue à notre connaissance du climat et de la biodiversité. Lorsqu'on lance des satellites, lorsqu'on déploie justement notre activité dans le spatial, parce que c'est ça ce qu'on fait, évidemment c'est absolument clé pour améliorer nos systèmes de télécommunication, la connexion, nos innovations en matière de médias, nos innovations en matière industrielle, parce que sans le spatial, vous n'avez pas une véritable innovation aussi et une production additive qui permet de réduire votre empreinte carbone de la même manière, parce que vous avez besoin de vos satellites pour procéder à ces innovations, mais vous améliorez aussi votre connaissance. Le CNES et l'ensemble de la filière sont impliqués dans toutes nos coalitions pour mieux connaître les changements et le dérèglement climatique, pour mieux connaître les évolutions de biodiversité. Et la France, d'ailleurs, est moteur sur ces projets, le CNES étant à la tête de plusieurs de ces coalitions qui impliquent ses partenaires mondiaux pour améliorer la cartographie et la connaissance que nous avons de ces évolutions. Donc le spatial est au cœur de tous ces défis qui, comme vous l'avez vu lors du One Planet Summit d'hier pour la biodiversité, sont absolument essentiels et participent à notre lutte pour la biodiversité et contre le réchauffement climatique. Prochaine question, pour décaisser tous ces milliards, ça nécessite évidemment une administration très efficace. Oui.
parce qu'il y a beaucoup de fonds qui n'arrivent pas sur le terrain à cause de ces lourdeurs administratives. Alors question, est-ce que l'administration est la même pour les vaccins et pour l'économie? Est-ce que là-dessus, il y a en général une efficacité dans un endroit et pas dans l'autre? Comment faire pour d'abord, l'accélérer? il faut être très clair. Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas comparer de l'innovation absolue qui arrive et qui est homologuée par nos autorités sanitaires depuis quelques jours, quelques semaines. Il faut quand même tous qu'on garde la raison. On parle de vaccins qui ont été homologués dans le monde entier fin décembre. Là, on parle de décaisser des crédits. Il ne vous a pas échappé que nous savons très bien décaisser les crédits. Il n'y a aucun problème. À Paris et dans tous les lieux en province, nous avons un réseau qui existe depuis le XVIIe siècle, qui a été renforcé lors de l'administration napoléonienne, puis que l'État, à travers son histoire, a su parfaitement organiser. Nous avons un système qui est parfaitement adapté. Donc ça, ne vous inquiétez pas. La clé maintenant, c'est d'avoir avec notre tissu économique, l'ensemble des acteurs locaux, une rapidité d'action pour que les projets émergent. La clé pour le plan de relance, ce n'est pas des sujets techniques de décaissement. La clé, c'est qu'on ait les bons projets qui permettent de bâtir la France de demain et qu'on aille vite sur des projets innovants qui permettent de créer des emplois et de préparer la France de demain. Et donc la clé, c'est la simplicité dans l'instruction de projets utiles pour le pays. C'est ce qu'on fait depuis des mois, avec d'une part des appels à projets, mais aussi beaucoup de crédits qui sont déconcentrés au niveau du département, avec aussi des moyens qu'on a mis au niveau du département, en renforçant les équipes des préfets à cet égard, et un travail qui est fait avec l'ensemble des élus, en particulier les maires, les présidents d'intercommunalités et de métropoles ont un rôle essentiel parce que c'est la maille la plus proche du terrain qui doit permettre de faire émerger les projets les plus sensibles et les plus rapides. Et donc, c'est la logique de projet qui doit prôner, rien d'autre. On continue. Merci beaucoup.